nous ne vivons pas de notre intelligence. Nous vivons toujours à l'extérieur de soi, toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, imaginez-vous comment l'homme peut-il en arriver à avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passera dans le monde. Si l'homme n'est pas capable de reconnaître sa propre source, la source de sa propre intelligence. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une expérience très particulière. Je vous annonce par exemple que cet épisode va surperformer les performances habituelles de la chaîne de façon significative, en raison de la bicausalité, l'extension du concept de rétrocausalité que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Il n'y a rien de magique, il faut juste brancher son cerveau un peu plus subtilement sur les échos discrets du futur. Ce n'est pas non plus une loi cosmique, du moins pas encore à ce stade. Par contre, je vous propose un cadre minimal, des essais concrets, des biais assumés et une question simple. Comment certaines informations à venir peuvent-elles peser sur nous, ici et maintenant, sur ce que l'on ressent, on décide ou comprend. Cette interrogation structure un cycle que je vais diviser en 3 épisodes. Ce premier volet, introductif, nous permettra d'interroger le concept qui sous-tend mon modèle bicausal, ou plutôt de précognition bicausale à ce stade, tout en nous attardant en premier lieu sur ce qui a organisé toute la pensée moderne depuis des milliers d'années, à savoir la causalité, qui va du passé au présent, et donc au futur. Il est vrai que ce modèle a permis de grands progrès scientifiques. Pourtant, nombre de paradoxes, au hasard le paradoxe de Zénon, ou le paradoxe du grand-père, etc., nous prouvent que la causalité classique présente des limites internes insolubles, aussi bien en physique qu'en philosophie. C'est pourquoi il devient nécessaire d'envisager une approche plus holistique, plus adaptée à ce que nous observons macroscopiquement et ce qui se produit à une échelle plus microscopique, je dirais même quantique. Mon objectif n'est pas de vous convaincre d'emblée, encore moins de spéculer sans preuve. Il s'agit à mon sens d'exposer les bases rationnelles, historiques et épistémologiques qui justifient ce questionnement qui m'a amené à ce modèle. L'investigation que j'ai menée sur ce sujet depuis un bon bout de temps s'appuie sur plusieurs années de recherche expérimentale personnelle, avec des protocoles rigoureux et des résultats tout aussi rigoureux, mais qui défient l'explication causale standard. Cet épisode me servira de socle théorique introductif, car il posera les bases, les définitions, les enjeux et la progression logique qui amènera dans les prochains podcasts à détailler mes protocoles expérimentaux et les résultats associés. Nous verrons comment la conscience humaine pourrait, dans certaines conditions de personnes et d'environnement, capter des fragments d'informations liés à des événements futurs potentiels. Et nous sommes déjà très avancés dans toute la manipulation biologique du cerveau. Nous sommes très avancés dans la manipulation de la matière. Nous sommes très bons chirurgiens. Nous sommes très bons pour faire éclater la matière. Mais nous n'avons aucun pouvoir, aucune capacité de comprendre les lois de l'esprit. Donc nous sommes des infirmes. Remontons un peu le cours du temps. La causalité, que tout le monde prend pour acquise, qui va du passé au futur, est bien la relation qui relie une cause à un effet. Ce principe constitue l'épine dorsale de la pensée occidentale depuis l'Antiquité. Aristote, au IVe siècle avant notre ère, distinguait déjà 4 types de causes. La cause matérielle, de quoi est fait l'objet étudié. La cause formelle, quelle est sa forme. La cause efficiente, qu'est-ce qu'il a ou qui l'a produit. Et la cause finale,
Dans quel but? Cette cause finale, donc cette question du but, vous l'imaginez, peut très bien être mise en question en termes de cause. Aparté refermé. En tout cas, cette typologie révèle déjà la complexité du concept causal, loin d'être une simple relation linéaire. Au fil des siècles, ce principe devient progressivement la colonne vertébrale de toute la science moderne, des sciences dures aux sciences molles. Galilée, au XVIe siècle, introduit la mathématisation du mouvement et la notion de loi physique prédictive. C'est à peu près à cette époque que nous aurons des expériences de pensée du type démon de Laplace. Et c'est précisément à cette époque que la causalité devient quantifiable. Connaître les forces qui s'exercent sur un objet permet de calculer sa trajectoire future. Newton, un siècle plus tard, systématise cette approche dans ses Principia Mathematica. Ces trois lois du mouvement établissent un déterminisme strict. L'état d'un système à un instant donné détermine intégralement son état futur. En tout cas, c'était avant que l'on découvre la physique quantique. Comme je l'ai évoqué, cette vision culmine avec Pierre-Simon de Laplace qui formule au début du XIXe siècle son fameux démon. Cette conception déterministe génère un idéal scientifique que j'appellerais réductionniste et qui est toujours à l'œuvre dans notre époque moderne, à savoir que connaître le présent permettrait de calculer tout l'avenir avec une précision absolue. Mais comme je l'ai évoqué, la physique quantique est venue tout chambouler, bien que l'on soit encore très loin de comprendre tous les tenants et aboutissants de cette discipline. Poursuivons notre diagnostic de la causalité classique, standard, et de tout ce qu'elle implique. Nous arrivons donc au XIXe siècle, où Rudolf Clausius formule en 1865 le principe d'entropie croissante, connu sous le nom de deuxième loi de la thermodynamique, car en mécanique classique, l'état d'un système à un instant donné détermine, via des lois invariantes, son état futur. Mais la thermodynamique introduit une asymétrie temporelle irréversible. Dans un système isolé, l'entropie ne peut que croître ou rester constante, mais elle ne peut jamais décroître, du moins si l'on en croit les équations qui sous-tendent ce modèle. Concrètement, cela signifie que votre tasse de café va toujours refroidir de la même façon que vous mettiez du sucre ou pas et qu'il fonde plus ou moins longtemps ou pas. Les amateurs de Bergson comprendront. Et effectivement, la chaleur se répartit de façon homogène. Cette asymétrie fondamentale forge notre intuition temporelle, à savoir que le passé fixe les conditions initiales, le présent, qui en découle, mécaniquement, les actualise. Quant au futur, il s'ensuit par déduction logique en se référant au passé. Tout allait bien jusqu'à ce que Henri Bergson arrive avec son évolution créatrice où il démontre magistralement le fameux paradoxe de Zénon. Il donne l'exemple d'une trajectoire d'une flèche tirée. Eh bien, la trajectoire de la flèche, vous pouvez la diviser en une infinité de moments, mais ça ne sera jamais que des photographies, un peu à la manière d'une pellicule de film, qui tenteront de reconstituer un mouvement, mais en aucun cas, ça ne sera jamais la trajectoire, qui est totalement une et indivisible. Si, comme le dit Gaston Bachelard, il faut penser contre son cerveau, il faut aussi s'en remettre parfois à l'intuition, d'autres, la providence divine ou la révélation. Peu importe le nom qu'on donne à cette force qui parfois fait que des conditions favorables se rencontrent pour produire une singularité. Toujours est-il que même si ce modèle standard déterministe et causal avec une flèche du temps du passé au futur doit être remis en cause,
On le voit avec les premières fêlures infligées par la mécanique quantique. Cette vision a tout de même permis la révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, l'énergie nucléaire, pour le meilleur comme pour le pire, et votre smartphone, ou encore votre capacité à ce que je puisse échanger avec vous devant un écran là, tout de suite. Sans cette vision et sans cette mécanique linéaire de cause à effet, rien de tout cela n'aurait été possible. Mais ce modèle, si robuste soit-il dans son domaine d'application, va révéler des failles structurelles béantes. Et nous allons aborder cela dans les prochaines parties. Puisque nous allons désormais aborder les failles de la causalité classique en abordant nécessairement la physique quantique, il me semble bon de faire un petit détour sur ce que l'on appelle la négantropie, ou entropie négative, en tout cas au sens de Schrödinger. En gros, c'est l'ordre local qu'un système maintient en puisant de l'énergie et en exportant son entropie vers l'extérieur. Autrement dit, tout système vivant, grosso modo. Un organisme vivant maintient, quel qu'il soit, des structures hautement ordonnées, mais dissipe de l'énergie métabolique sous forme de chaleur, d'énergie cinétique, etc. Il en est de même pour un ordinateur qui met de l'ordre dans les données, mais qui chauffe. C'est donc l'ordre logique qui se paie en entropie thermique. On peut donc dire que la négantropie n'annule pas la deuxième loi de la thermodynamique. Elle la respecte en déplaçant simplement le coût vers l'environnement extérieur. La vie est donc une sorte d'îlot d'ordre local au sein d'un océan où l'entropie est croissante. Ceci étant dit, préparez-vous parce que ça va saigner. Nous allons passer en revue quelques concepts de physique théorique et quantique, notamment quelques équations fondamentales comme celles de Newton, de Schrödinger ou de Maxwell. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces équations, elles sont pour l'essentiel réversibles. D'où la vraie question, si la physique n'impose pas de sens du temps, d'où vient notre flèche du temps? Pour faire mon travail, il faut que j'ai une idée de ce qui nous menace. D'après ce que j'ai compris, nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Je ne vois pas d'apocalypse là. Non. Pire que ça. Je crois savoir que vous vous intéressez à un certain citoyen russe. Pourquoi faire appel à moi? Vous tenez à le savoir? Il peut communiquer avec l'avenir. Voyage temporel? Non. Inversion. Visez et pressez sur la détente. Vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez. Wow. Bon, j'en ai trop vu là. On va essayer de suivre le rythme. Votre devoir transcende l'intérêt national. C'est une question de survie. Ça paraît audacieux. Audacieux, ça me va. Je croyais que vous diriez cinglé. C'est ici que nos mondes s'entrechoquent. Comment aimeriez-vous mourir? Vieux. Vous n'avez pas choisi le bon métier. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Allez, plus vite! Qui ont besoin de Tenet. Nous le constatons tous les jours, notre réalité quotidienne est clairement asymétrique. Nous vieillissons, les objets se dégradent, se dispersent, tout comme l'énergie. Jamais un œuf brisé ne se reconstitue spontanément.
Cette contradiction s'explique par les statistiques à grande échelle. Autrement dit, l'univers tend naturellement vers les configurations les plus probables. Et ces configurations probables sont justement celles où l'énergie est dispersée et non concentrée ni organisée. Ce n'est donc pas une loi naturelle qui interdit au temps de s'inverser, mais bel et bien une écrasante improbabilité statistique. Comme si, pour paraphraser Einstein, l'univers jouait constamment au dé, mais avec des milliards de dés à la fois. Abordons désormais la partie mécanique quantique. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait plusieurs émissions à ce sujet, donc je vais éviter les redites et aller à l'essentiel. Donc, dans ce qui nous intéresse, à savoir ce modèle bicausal, nous allons en priorité nous intéresser au concept fondamental de la mesure quantique. Avant toute mesure, un système quantique existe dans un état de superposition. C'est le fameux chat de Schrödinger. On peut aussi le voir comme une histoire aux multiples versions possibles et compatibles simultanément. La célèbre expérience à double fente de Jung, qui sera ensuite, je dirais, reprise et dérivée par William, illustre parfaitement ce phénomène. Selon le moment et le type de mesure que nous choisissons d'effectuer, détection de particules type photoélectron, ou observation d'interférences, comme dans l'expérience de la fente de Jung, nous forçons rétroactivement la particule à avoir suivi un chemin spécifique ou à s'être comportée comme une onde. En tout cas, c'est l'interprétation rétrocausale. Ce n'est donc pas de la magie, je le répète, mais une conséquence directe du formalisme quantique mathématique. L'acte de mesure futur sélectionne parmi les histoires passées compatibles celle qui correspond à l'observation effectuée. L'expérience de la gomme quantique que j'ai évoquée dans l'univers provient du futur est à cet égard très révélatrice. Attardons-nous sur l'interprétation de Copenhague et comment la bicausalité peut s'intercaler là-dedans. Selon Bohr et Heisenberg, la réalité quantique n'est pas un film déjà tourné, dont nous découvrons peu à peu l'histoire. L'état quantique est plutôt un ensemble de potentialités dont le sens s'actualise et émerge uniquement lors de la mesure. Dans cette perspective, l'observateur et son dispositif de mesure ne sont pas extérieurs au système étudié. Ils en font justement partie intégrante. La causalité devient alors une relation triangulaire. On a le système, l'appareil de mesure et l'observateur. Cette interprétation ouvre directement, comme je l'évoquais, la porte à la bicausalité. Si nos choix futurs de mesure déterminent quelle histoire passée devienne pertinente ou plutôt compatible avec les lois physiques macroscopiques et subatomiques, alors la flèche causale n'est plus uniquement orientée du passé vers le futur, mais également du futur vers le passé. En d'autres termes, selon l'interprétation de Copenhague, le monde n'est pas déjà là, indépendamment de nous, il se constitue continuellement dans l'interaction entre l'observateur, ou plutôt entre observateur et observé, rendant possible un dialogue bidirectionnel entre présent et futur, ou plutôt entre passé et futur, où le présent joue le rôle de curseur. Je parle de conscience, de mécanique quantique. Je ne peux donc pas faire l'impasse sur notre cerveau. Ce cerveau est fondamentalement un organe prédictif, anticipant constamment son environnement à travers ses propres modèles internes constitués au fil du temps à travers le phénomène évolutif. Si la mesure quantique cadre le sens des événements physiques et la fonction attention cadre notre perception, alors la frontière entre causalité au sens physique et psychique devient perméable.
poreuse et potentiellement indiscernable. L'intention, corrélée à l'attention, pourrait dans certains contextes spécifiques participer à sélectionner le meilleur des futurs, celui qui relie comme un fil le présent à certaines possibilités futures les plus aptes à assurer le phénomène évolutif au sens anthropomorphique mais aussi cosmique. Permettez-moi de faire une petite digression sur le phénomène des split brain. Je vous renvoie d'ailleurs à la très bonne vidéo de Stanislas Dehaene, le très renommé docteur en sciences cognitives, qui a donné beaucoup de conférences, mais notamment un cycle de conférences sur la chaîne du Collège de France. Je vous fais un petit résumé d'une toute petite partie de son intervention sur le phénomène des cerveaux split brain. D'après le docteur Dehaene et les récentes expériences en la matière, dans certaines situations, certaines personnes, et pas seulement les personnes split brain, peuvent plus ou moins temporairement avoir une sorte de dissociation entre l'expérience objectivement vécue dans un cadre donné, l'objectivité étant censée être garantie par consensus. Je m'explique, il y a par exemple 10 individus percevant la même chose, décrivant la même situation, etc. Là où le sujet de l'expérience va lui rapporter, sans s'en rendre compte consciemment, évidemment, un différentiel entre l'action qu'il a réellement effectuée et l'action perçue et mémorisée comme telle par le sujet de l'expérience. Gazzaniga donne de nombreux exemples de situations de ce type où la conscience semble être constituée d'une narration fictive sur ce qui a été réalisé par le sujet sans qu'il y ait en fait un réel accès aux causes des actions qui ont été faites par le sujet. Alors c'est ce que Lionel Nakache appelle une fiction narrative, et le livre de Daniel Wegner, qui est également très intéressant, suggère que les sujets normaux, nous tous, sommes également soumis à une forme d'illusion de conscience. Même des actions que nous attribuons à notre volonté seraient en fait tout à fait illusoires. Bien. Ce petit aparté sur ces recherches en neurosciences me permet de faire le pont entre deux domaines de recherche qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, à première vue du moins, en commun. Nous avons toutes les expériences en physique quantique, et je dirais même plus en rétrocausalité quantique, avec les expériences de Wheeler, mais aussi celles de Aharonov et son formalisme à 2 états, qui a été publié dans plusieurs papiers de physique, et notamment dans Physical Review, impliquant des contraintes venant simultanément du passé et du futur. Et le deuxième champ de recherche que j'évoquais est celui de la parapsychologie. Des travaux académiques, comme ceux de Daryl Bem, suggèrent que ces anomalies temporelles pourraient s'étendre au système cognitif complexe, autrement dit à l'homme et sa cognition. Et contrairement à ce que l'on pourrait entendre, ou pourrait croire, les recherches en parapsychologie à ce niveau sont très avancées, mais souffrent d'un écueil méthodologique, à savoir la reproductibilité de ces phénomènes. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais cet écueil peut très bien être éliminé dès lors où on revoit la méthode scientifique moderne. Ce qui me permet d'enchaîner sur mes propres recherches expérimentales. Depuis plusieurs années, j'ai développé plusieurs protocoles de recherche et de tests, afin justement de tester rigoureusement l'hypothèse de la précognition rétrocausale. Ces expérimentations s'inspirent des travaux académiques que j'ai mentionnés, mais introduisent une innovation méthodologique. L'utilisation d'une part de l'intelligence artificielle, qui agit comme arbitre ou tiers neutre,
avec pour principe traçabilité et simplicité. Car dans l'un de ces protocoles, une intelligence artificielle sélectionne aléatoirement un objet dans un vaste répertoire de mots, environ 10 000 possibilités, tirées du dictionnaire français Robert ou Larousse. Cet objet reste totalement inconnu de moi jusqu'à la révélation finale. Le verrouillage et le redatage garantissent l'impossibilité de toute modification rétroactive. Dans un environnement calme, j'observe mon environnement immédiat jusqu'à ce qu'un objet de mon environnement attire spontanément mon attention. Et à partir de cet ancrage visuel, des impressions symboliques émergent dans mon esprit. Forme, texture, couleur, fonction ou encore matière. Ces impressions sont immédiatement consignées avant toute interaction avec l'intelligence artificielle. Je dispose ensuite de 5 questions fermées au maximum, auxquelles l'intelligence artificielle répondra par oui ou non. Exemple, est-ce que cet objet est métallique? Est-ce que cet objet peut être porté dans une main? Etc. Chaque réponse de l'intelligence artificielle réduit progressivement l'espace des possibles, selon une logique purement combinatoire. J'émets finalement une réponse précise basée sur la convergence entre mes impressions symboliques initiales, les informations obtenues par questionnement logique et par réduction des possibles par un double mouvement intuitif et déductif. Ces deux processus cognitifs distincts, intuition et déduction, convergent alors vers une identification de l'objet réel choisi par l'IA. Les premiers résultats consolidés dans mon corpus documenté révèlent une surperformance massive de ce qui aurait été attendu par pur hasard stochastique. Pour vous donner une perspective statistique, à ce jour, sur à peu près une 50aine de tests effectués, j'ai obtenu 57% de réussite. Ce taux de réussite dépasse largement ce que le hasard pur devrait permettre. Et donc, d'un point de vue statistique, avec une probabilité individuelle de succès par hasard pur d'environ 0,32% par session, obtenir de tels résultats produit des p-values extraordinairement basses, de l'ordre de 10 puissance moins 9. Autant dire qu'espérer obtenir ce genre de résultat par pure déduction est impossible. Face à ces résultats, pour le moins inédits, et surtout face aux limitations empiriques et conceptuelles qu'implique la causalité classique, j'ai pu avec le temps poser, en tout cas explorer un cadre théorique plus large, que je nomme bicausalité. La bicausalité propose que le présent ne soit pas uniquement déterminé par le passé, mais aussi contraint et actualisé par des états futurs possibles mais convergents, selon une dynamique informationnelle. Pour faire simple, imaginez deux flux d'informations traversant notre conscience. Nous avons le flux causal classique que j'appelle CT, qui est l'information venant du passé structurant notre état émotionnel et cognitif présent, à savoir nos souvenirs, nos apprentissages, nos conditionnements neurologiques et culturels, etc. Ensuite, nous avons le flux rétrocausal, nommé RT, qui est une information subtile, ou plutôt des informations subtiles, émanant d'états futurs probables convergents vers et à travers notre propre psyché, par l'intermédiaire de données subtiles issues de notre environnement immédiat. Il ne s'agit donc pas d'une prédétermination rigide, mais d'une influence probabiliste. Les futurs potentiels à forte probabilité d'occurrence exerceraient une attraction informationnelle sur le présent, à la manière en fait de la fonction d'onde en mécanique quantique. Autrement dit, notre expérience consciente résulterait d'une pondération dynamique entre ces deux flux. Cette pondération, qu'on appellera le curseur alpha-bêta,
n'est pas fixe. Elle fluctue selon notre propre état interne, cognitif, émotionnel. Le niveau d'attention aussi, la qualité de notre réceptivité. Et bien sûr, les conditions environnementales ainsi que nos aptitudes naturelles encodées en dur dans notre génétique. Aparté, ceci explique pourquoi certains individus n'ont aucune capacité de type psy ou de faculté psychique et d'autres qui en sont dotés. Ceci étant dit, il existerait des moments privilégiés où les deux flux s'alignent, en tout cas suffisamment pour qu'un signal émerge du bruit cognitif habituel. Ces moments où les deux flux se rencontrent de manière optimale ne sont pas des révélations prophétiques, sont juste des résonances subtiles entre ce qui est et ce qui sera, suffisamment captées et amplifiées par une conscience ouverte, attentive et disponible aux impressions potentielles, rémanences, issues de cet espace-temps futur intriqué avec notre présent. Ce premier épisode sur le concept de la bicausalité touche à sa fin. J'ai voulu établir les fondements, les explications et limites de la causalité classique. Et je compte, avec l'épisode 2, passer du pourquoi au comment. Je suis ouvert à vos commentaires et à vos critiques. Et j'espère que d'ici le deuxième épisode, j'aurai pu développer plus en avant mon modèle, tant d'un point de vue épistémologique que d'un point de vue empirique.